Bienvenue à la correction du chapitre 2.4. Donc, bon matin tout le monde. Voici l'échelle de couleurs associée à plusieurs indicateurs de pH. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des indicateurs, il y en a une multitude, et chaque indicateur peut détecter d'une façon plus ou moins précise les différents pH, soit de 0 à 14. Je vous fais un rappel, hein? Donc, l'échelle de pH, à 0, on est extrêmement acide, à 7, c'est neutre, et à 14, on est extrêmement basique. Ensuite, bien sûr, plus qu'on s'éloigne de part et d'autre du 7, plus autant du côté basique ou acide, ça va augmenter. Donc, première question. À l'aide de ces indicateurs, est-il possible de distinguer une substance dont le pH est de 1 d'une substance dont le pH est de 2,5? Pour répondre à cette question-là, c'est important d'aller voir entre 1 et 2,5 si on a une gamme d'indicateurs qui changent de couleur dans cette zone-là. Et comme on voit, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est pour ça que la réponse est non, car les substances ayant un pH compris entre 1 et 3 engendrent toutes les mêmes séquences de couleurs. On peut voir, là, c'est tout dans le jaune, jaune-orange, orangé. Donc, on est dans ces gammes-là, puis il n'y a rien de précis de 1 à 2,5. Donc, il n'y en a aucun qui change dans cette zone-là. Question B. L'illustration ci-contre montre les résultats obtenus après les tests faits sur des substances. Estime le pH. Donc, dans le fond, on prend chaque indicateur, on regarde sa couleur. Donc, on l'a déjà fait en classe au début de l'année. On regarde la couleur obtenue et ensuite, si je regarde le vert de bromocrésol, ben, le vert de bromocrésol est en bleu. Ben, si je vais voir, le bleu, c'est en 5,5 environ et plus. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de pouvoir dire que le pH est plus grand que 5,5. Je fais exactement la même chose pour les autres indicateurs. Donc, on va obtenir ici pour le bleu de thymol un pH supérieur à 3. Pour le rouge de méthyle, un pH inférieur à 6,5. Et on déduit que le pH est compris entre 5,5 et 6,5. C. Le pH idéal de l'eau d'une piscine se situe entre 7 et 8. De tous ces indicateurs, lequel convient le mieux pour tester l'eau d'une piscine? Donc, si je veux entre 7 et 8, donc je vais voir dans cette zone-là lequel a un changement de couleur. Donc, on voit que le bleu de bromothymol entre 7 et 8 est exactement là, à 7,5. Hein? On a un changement de couleur important. Donc, c'est le seul. C'est pourquoi qu'effectivement, la réponse, c'est le bleu de bromothymol parce que le changement est vraiment entre 7 et 8, donc correspondant à nos besoins. Question suivante. Indique, bien sûr, si c'est vrai ou faux, et corrigeons-le si c'est faux. L'acidité et la basicité d'une substance sont des propriétés chimiques caractéristiques. Eh bien, c'est vrai. Donc, on est en mesure, justement, pas d'identifier nécessairement une substance, mais un groupe de substances. B. L'observation des propriétés chimiques caractéristiques d'une substance ne modifie pas l'unité de base, soit des atomes ou des molécules. En fin de compte, est-ce que les atomes vont se modifier ou les molécules vont modifier? Bien, dans le cas justement d'une propriété chimique, bien sûr, on a une restructuration moléculaire qui se fait, donc dans toute réaction chimique. C'est ce qui distingue une réaction chimique d'une réaction physique. Physique, je vous fais un exemple, vous mettez du sable dans de l'eau. Il n'y a pas de réaction chimique, c'est juste un mélange tout simplement de deux substances différentes. C. La couleur de feeling permet de déterminer si la substance est acide ou basique. Bien sûr, c'est faux. On le vu en début d'année. La liqueur de feeling permet de détecter le glucose. D. Donc, le fait de combiner plusieurs indicateurs colorés permet de mesurer plus précisément le pH d'une substance. Bien sûr, c'est vrai. On le vu à la page précédente. On voyait qu'avec plein d'indicateurs différents, on pouvait aller chercher les pH désirés finalement. E. La phénylphtaléine est un indicateur très précis du pH d'une substance. Eh bien, malheureusement, non. Je vais revenir d'une page, ça va être plus clair. Donc, on va aller le voir, ce phénylphtaléine. Donc, il est ici. Et comme vous voyez, entre 0 et 8, même 8,2, il ne se passe absolument rien. Par contre, entre 8,2 et 8,5, on est là-dedans, jusqu'à 9,5. Oups, là, on a des changements ici. Donc, on a deux changements. On a du blanc au mauve pâle et du mauve pâle au mauve foncé. Donc, c'est certain qu'à partir de là, on aurait une précision juste dans cette zone-là. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Et finalement, F, on peut détecter l'oxygène grâce à l'explosion. Bien sûr, l'explosion, ce n'est pas l'oxygène, c'est l'hydrogène. Donc, pour détecter l'oxygène, c'est le test du tison ardent. Donc, on rallume tout simplement la flamme grâce à un tison. Question numéro 3. Décrit une propriété chimique caractéristique de l'eau.
bien, elle va réagir au dichlorure de cobalt. Donc, c'est son indicateur qui permet effectivement de confirmer sa présence dans une solution. De l'hydrogène, eh bien, l'hydrogène H2 va exploser en présence d'une flamme. Dioxyde de carbone va blanchir l'eau de chaud. Donc, il suffit tout simplement de le mélanger dans un récipient fermé et de le brasser pour que le mélange s'effectue. De l'amidon, donc un sucre complexe, eh bien, on va prendre le lugol, donc qui va prendre une teinte violette. Je poursuis. Question numéro 4. Donc, produit une explosion en contact de la flamme. Donc, explosion, on l'a vu, hein, c'est le dihydrogène, H2. Produit un précipité blanc, on vient de le voir également, c'est le dioxyde de carbone. Rosie le papier cobalt, donc c'est l'eau, comme on vient de voir. Ravive le tison, dioxygène. Produit une flamme de couleur rouge. Eh bien, ça, c'est le lithium, le métal utilisé dans les batteries, hein, les batteries au lithium. Donc, lorsqu'on le brûle, il produira une couleur rouge. Produit un précipité rouge en présence de la liqueur de Fehling. Eh bien, le Fehling détecte le glucose. Question 5. L'amidon est le sucre de base de l'alimentation des animaux dont nous faisons partie. Plusieurs fruits et céréales contiennent de l'amidon. Comment peux-tu le prouver? Ben, finalement, si on veut savoir, comme dans n'importe quoi, s'il y a de l'amidon, il faut prendre le bon indicateur. Et l'indicateur de l'amidon, c'est le Lugol. Donc, grâce au Lugol, hein, on n'oublie pas, on se fait un témoin. Donc, le témoin, je le rappelle, c'est de prendre tout simplement de l'eau distillée. Donc, on est assuré de voir comment va réagir l'indicateur lorsqu'il ne réagit pas. Donc, ça va lui donner finalement sa couleur lorsqu'il ne réagit pas, lorsqu'il n'est pas en présence de ce à quoi il a été créé. Dans le cas du Lugol, c'est pour détecter les protéines. Et ensuite, on le met dans la substance qu'on veut tester. Et si on voit un changement, ça veut dire qu'il y a une réaction chimique. Et étant donné que le Lugol réagit aux protéines, eh bien, on est assuré finalement, pas aux protéines, à l'amidon, excusez-moi, on est assuré de justement avoir présence d'amidon. Question 6. Les feux d'artifice renferment des composés à base de métaux qui, en brûlant, donnent leur couleur. Donc, on le voit souvent à Saint-Jean, hein, c'est beau, plusieurs couleurs. Donc, comment ça fonctionne? Quelles propriétés chimiques caractéristiques les artificiers doivent-ils prendre en considération lorsqu'ils fabriquent leurs feux d'artifice, lorsqu'ils veulent créer leur motif, lorsqu'ils imaginent les couleurs du feu d'artifice? Eh bien, ils doivent penser, OK, je veux telle couleur, eh bien, quel métal, en brûlant, va justement me procurer cette couleur-là. Donc, c'est de cette façon-là que l'artificier va construire. Et c'est pour ça que, justement, ça peut être plus ou moins cher un feu d'artifice, dépendamment des types de métaux, s'ils sont plus ou moins rares, hein, à trouver. Donc, ils doivent prendre en considération la couleur de la flamme produite par la combustion des métaux. Certes, hein, vous reconnaissez tous ceux et celles qui sont propriétaires de piscine. Moi, j'en ai un, j'en ai même deux, identiques à ce morceau de plastique-là, qui finalement est un récipient permettant justement de faire nos tests, hein, savoir ce que contient notre eau de piscine. Normalement, on va avoir deux tests. On va en avoir un qui va être au niveau justement du chlore, parce que le chlore va tuer les micro-organismes, donc très, très, très important. Et on va en avoir également au niveau justement du pH, car le pH est aussi extrêmement important. Si on fait juste penser, par exemple, à une piscine au sel, eh bien, la machine qui va, le chlorinateur qu'on appelle, va tout simplement fonctionner entre 7,2 et 7,8 environ de pH. Donc, c'est vraiment précis. Et donc, c'est important de l'ajuster précisément pour avoir le meilleur rendement de nos machines. Lors de l'analyse de l'eau d'une piscine, on utilise des solutions d'orthotolidine, excusez-moi, pour détecter la présence de chlore. Donc, à l'aide de l'illustration qui montre les tests effectués avec cette solution, décrit une des propriétés caractéristiques chimiques du chlore. Bien, le chlore va tout simplement réagir avec l'orthotolidine en se colorant de la couleur jaune. Donc, lorsqu'il n'y en a pas dans notre eau, l'eau va tout simplement rester transparente. Et plus on va avoir de chlore, de présence de chlore, eh bien, plus ça va devenir jaune foncé. Donc, le but, comme vous le voyez ici sur l'indicateur, c'est d'être dans la zone idéale. Cette zone-là va permettre justement d'avoir une efficacité au niveau de tuer les micro-organismes qui pourraient vous rendre malade, donc les micro-organismes pathogènes, et un équilibre également sur la quantité, parce que si on en met trop, c'est quelque chose d'extrêmement irritant pour la peau, pour les voies respiratoires. Donc, c'est important de bien doser le chlore pour avoir une efficacité sans vous rendre malade. Question 8. Maëlle et ses amis participent à un feu de camp. Maëlle jette dans le feu d'une boîte d'emballage de nourriture.
Vous l'avez peut-être déjà fait. Je lance n'importe quoi. Ça peut être une petite canne de jus. Il y a du métal là-dedans également. Je ne vous conseille pas de faire ça. C'est un peu polluant, malheureusement. Ben, dans son exemple, il voit apparaître des flammes de couleur violette. Qu'est-ce que cela indique concernant cette boîte d'emballage? Explique ta réponse. Donc, l'emballage contient probablement du potassium. Donc, parce que la couleur, lorsqu'on brûle le potassium, donc potassium qui peut être utilisé dans les engrais, eh bien, on a remarqué que cette couleur-là va être rouge, va produire une flamme de couleur rouge. Donc, c'est caractéristique au potassium. Donc, on pourrait déduire finalement le métal en brûlant justement ce métal-là. Donc, c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une excellente semaine et on poursuit. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Appelez-moi tout simplement. Bonne journée!